Sendungen. Un Grand Prix marqué par la chute et la blessure de James Dobb, justement, qui ne marquera donc pas de points dans cette épreuve. Une course où il se fracture la clavicule, pas dans cette chute, un petit peu avant. Et donc évidemment, ses adversaires veulent tous en profiter pour marquer le plus de points possible. Et là, on va retrouver aux avant-postes un garçon qui a beaucoup progressé depuis le début de la saison, Kenneth Gundersen, qui porte le numéro 7, qui est déjà loin devant ces deux hommes, Ramon et De Revers. Gundersen qui s'impose ici pour la première fois de sa carrière. C'est également la première fois qu'un pilote norvégien s'impose en Grand Prix 125. On se retrouve en France à Ernée pour la 8e épreuve de la saison. Entre-temps, James Dobb s'est fait opérer de la clavicule. Il se montre très compétitif dans la boue française. Il a beaucoup plu juste avant la course. C'est Higgins qui en fait les frais ici, coincé sous sa moto. Des conditions de course particulièrement difficiles, mais qui n'impressionnent pas le vainqueur de la course précédente, Kenneth Gundersen, qui s'impose ici devant James Dobb et Luigi Segui, le Français, premier podium de la saison, après une course impressionnante de combativité, alors que Gundersen s'impose donc pour la deuxième fois de l'année. Course suivante en Belgique, à Namur. Un bon départ pour Marc De Revers. Là encore, il a beaucoup plu. Juste avant l'épreuve, le terrain est extrêmement piégeux. On va assister à beaucoup de chutes, dont celle-ci, celle de Higgins. Higgins qui n'aura vraiment pas de chance ce jour-là. Il tombera 3 fois avant d'abandonner. Et James Dobb qui ici prend la tête devant Marc De Revers. Dernière chute pour Higgins et la victoire pour James Dobb qui à Namur prend le large au classement général. La joie de sa femme et de toute l'équipe KTM qui sent que le titre est en vue. 10e Grand Prix de la saison en Suisse sur le circuit de Roggenburg. Cette fois, il fait beau et chute collective dès les premiers virages. Une chute collective dont Eric Higgins à nouveau fera les frais. Il perd toute chance d'être titré ici en Suisse. Devant Gundersen a pris la tête, mais il est rapidement rattrapé puis dépassé par James Dobb. Course impressionnante du Français Luigi Segui, ici avec le numéro 4, qui passe Gundersen.
dans cette deuxième moitié de saison. Segui a été impressionnant. Il termine deuxième en Suisse, juste derrière James Dobb et devant Steve Ramon. Onzième Grand Prix de l'année en Allemagne à Geldorf. Avec comme d'habitude la couille dans les premiers virages. Traversini en tête, mais James Dobb est bien parti également. James Dobb aux prises ici avec Steve Ramon. Ramon prend le meilleur, mais regardez bien le retour impressionnant de Luigi Segui qui s'accroche ici avec James Dobb, qui manque de tomber, mais qui parvient à remonter sur sa moto, puis qui va doubler successivement James Dobb et Steve Ramon pour s'imposer pour la première fois de la saison. On va donc entendre la Marseillaise sur le podium de Geldorf grâce à la victoire de Luigi Segui devant Ramon et Chiodi. C'est le jour également où James Dobb est devenu champion du monde. C'est impossible de dire en 2 mots tout ce que je ressens. J'ai tellement de monde à remercier, ma famille, mon équipe, je ne les remercierai jamais assez. Je veux également dire un grand merci à Kurt Nicole qui m'a fait confiance alors que je ne suis plus tout jeune. Il a convaincu KTM de me donner cette chance et j'ai ainsi pu la saisir. Ma famille et ma femme ont aussi été toujours derrière moi pour me soutenir et je veux vraiment les remercier, ainsi que tous ceux qui se sont investis à mes côtés. James Dobb donc qui décroche le titre de champion du monde 3 courses avant la fin de la saison. Heureusement pour lui, car il s'est blessé à la suite de cette épreuve. Une blessure qui l'empêche de participer aux 3 derniers Grands Prix, mais peu importe puisqu'à 28 ans, il décroche le premier titre de champion du monde de sa carrière. Il roulera l'an prochain en 250 cm3. En attendant, on se retrouve ici à Lierop aux Pays-Bas pour un Grand Prix dans le sable. Un Grand Prix où Segui va chuter ici. James Dobb était présent mais il n'a pas participé à la course. Un Grand Prix remporté par Eric Higgins devant Gundersen et de revers. Avant-dernière course de la saison en Italie, à Castiglione del Lago. Une minute de silence à la mémoire des victimes américaines. Et puis bien sûr, la compétition reprend ses droits. Toujours en l'absence de James Dobb, le champion du monde blessé. Et Higgins qui tente de sauver sa saison en prenant la tête ici devant Gundersen. Dans l'espace de quelques tours, Gundersen revient sur son adversaire. Terrible bagarre entre les 2 pilotes KTM. Et finalement, c'est Gundersen qui passe et qui s'impose. C'est sa 3e victoire de l'année. Il s'impose devant Higgins et Traversini. Et puis dernière course de la saison en Autriche. Avec encore une fois Eric Higgins en tête dès les premiers mètres. Segui est en 2e position, il commet une petite erreur dans les whoops. Une erreur qui l'empêchera de revenir sur Higgins, qui va donc s'imposer. Segui termine 2e. Segui qui, à la fin de ce championnat, a remporté avec la France le titre de champion du monde par équipe,
lors du motocross des nations disputé à Namur. Et la dernière victoire de la saison donc pour Eric Higgins. Higgins qui a donc remporté 3 courses dans l'année dans cette catégorie 125. 7 victoires pour Dobb, 3 pour Gundersen et 1 pour Segui. Voilà donc le classement final de cette catégorie 125 avec la 5e place pour Luigi Segui. On passe maintenant à la catégorie 500 cm3, des courses impressionnantes sur ces motos très puissantes. Nous sommes ici à Bellpuig en Espagne pour le premier Grand Prix de la saison où Joel Smets, le champion du monde en titre, avait signé le meilleur temps des essais. Mais Smets, malgré une très belle course, il passe ici son compatriote Berwetz. Smets va devoir s'incliner face à cet homme, le numéro 72, Stefan Everts. Le champion est de retour après 2 ans de blessures et de galères. Pour sa première saison en 500, il s'impose dès le premier Grand Prix de l'année. Everts, encore lui, à Valkenwaard aux Pays-Bas. Everts qui, cette fois, doit s'incliner face au triple champion du monde, Joel Smets. Combat de titan entre ces deux hommes. L'un sur une KTM officielle, il s'agit de Joel Smets, et l'autre sur une Yamaha officielle, Stefan Everts. Une course marquée par de nombreuses chutes. Sur un circuit assez délicat. Et la victoire donc pour Joel Smets, la première de la saison pour lui. Everts termine là en 2e position. Australie, Broadford, 3e Grand Prix de l'année. Une course palpitante dans cette catégorie 500 avec de nombreux rebondissements. Et avec notamment la chute dès les premiers tours de Joel Smets. Smets qui casse ici son levier de frein, qui repasse par les stands et qui repart en course pour tenter de marquer le plus de points possible. Impressionnant de combativité, mais devant son plus dangereux rival pour le titre, Stefan Everts, qui s'impose à nouveau. Devant Andy McFarlane, l'Australien, 2e devant son public. 2e victoire de l'année donc pour Stefan Everts, déjà 4 fois champion du monde, 1 fois en 125 et 3 fois en 250, et qui dispute là sa première saison en 500. 4e course à Genk, dans la boue, avec une chute pour McFarlane dès le premier virage. Joel Smets avait pris la tête, mais regardez bien ce qui va se passer. Smets chute dans la boue, Everts fait un écart, mais parvient à repartir plus vite que son adversaire, d'autant que Smets aura du mal à faire redémarrer sa moto. Et du coup, c'est à nouveau Everts qui s'impose dans ce 4e Grand Prix de la saison. Il s'impose devant Smets et Berwetz.
5e Grand Prix de l'année en Allemagne. Et toujours ce formidable duel entre Smets et Evert, un duel arbitré à distance par cet homme, le numéro 2, Marnik Berwutz, le coéquipier de Stefan Evert. Ce championnat 500 est un peu comme une histoire belge, puisque les 3 pilotes les plus rapides sont belges. Et ici, en Allemagne, c'est Joel Smets qui s'impose. Evert ici parvient à prendre la 2e place en doublant Berwutz. À ce moment du championnat, le classement est extrêmement serré entre Smets et Evert pour un podium 100% belge. La Belgique, justement, s'y retrouve pour le 6e Grand Prix de la saison à Spa. La pole position avait été signée par Stefan Evert. Evert extrêmement motivé puisqu'on est à ce moment-là juste avant la mi-saison. Et on retrouve en tête les hommes forts de cette catégorie. À noter la belle saison de l'Espagnol Francisco Garcia Vico, qui terminera ce championnat en 4e position. Et puis, dans ce Grand Prix de Spa, c'est encore une fois Stefan Evert qui s'impose. C'est la 47e victoire de sa carrière. Il s'impose devant Smets et Berwutz. Septième Grand Prix en Suède, avec un fait peu banal. Un 2e départ va être donné suite à un problème de grille et un pilote qui était resté bloqué, qui avait voulu voler le départ. On donne donc un 2e départ et c'est le Suédois Peter Johansson qui vient en tête. Johansson rapidement dépossédé du commandement par Evers. Puis c'est Smets qui passe à son tour. Et on assiste alors à un terrible duel entre les 2 hommes les plus rapides de cette catégorie. Avec, observez bien, la chute de Joel Smets. Une chute à grande vitesse, heureusement sans bobo pour le champion belge. Et la victoire revient donc à Stefan Evert. 8e Grand Prix de l'année en France à Ernée. Et la pole position à nouveau pour Evert. Evert qui, devant le public français, offre un véritable récital. Il s'en va seul, loin devant tout le monde. Personne ne sera en mesure de revenir sur lui. Berwutz qui se bagarre ici avec McFarlane et qui chute. Il pourra repartir, le Belge. Et Smets qui va parvenir à passer McFarlane dans le dernier tour ici. Smets qui termine donc 2e de ce Grand Prix de France. Un Grand Prix de France remporté donc par Stefan Evert qui signe là la 49e victoire de sa carrière, à une victoire donc du record de Joël Robert. Neuvième course de la saison à Namur, en Belgique. C'est Marnik Berwutz qui avait réalisé la pole position. Mais tout de suite, c'est Evert qui prend la tête
de cette épreuve. Une épreuve extrêmement importante pour le pilote belge, puisqu'il va obtenir ici la 50e victoire de sa carrière. Il égale ainsi le record historique de Joël Robert, 50 victoires en Grand Prix. Une victoire qui lui permet en plus de prendre le large en tête du classement général, puisque ce jour-là, Joël Smets ne termine qu'en 3e position. Et c'est Marnik Berwetz qui termine 2e, Joël Robert ici aux côtés de Stefan Everts pour la 50e victoire de sa carrière. 10e course en Suisse à Roggenburg avec une chute impressionnante dans les premiers virages, une chute dans laquelle est impliqué Joël Smets. Smets qui perd probablement ici tout espoir de conserver sa plaque de numéro 1. Ce grand gaillard se battra malgré tout jusqu'à la fin du championnat pour défendre ses chances. Et en Suisse, on assiste à la première victoire de la saison, la première et la seule d'ailleurs, de Marnik Berwetz. Berwetz qui s'impose ici devant Everts et Johnny Linde. 11e épreuve en Allemagne à Geldorf. Berwetz prend la tête dès le premier virage. Stefan Everts est en 3e position, mais chute dans les premiers tours. Il parvient à repartir. Regardez la chute de McFarlane, impressionnante. Heureusement sans gravité pour le pilote australien. Chute également pour Berwetz. Très déçu, bien sûr. Et ce jour-là, en Allemagne, et c'est la victoire pour Joël Smets. Everts parvient à limiter les dégâts en terminant 3e. Douzième épreuve de l'année aux Pays-Bas, à Lierop. Une épreuve disputée sous la pluie. C'est Everts qui vire en tête au bout de la ligne droite. Mais Everts va connaître là sa plus grosse frayeur de la saison, alors que Berwetz chute dans les whoops. Everts qui doit abandonner à cause d'un problème mécanique, un problème électrique plus précisément. Une cosse débranchée. Et malheureusement, Everts doit abandonner. Un abandon qui aurait pu avoir de lourdes conséquences sur le championnat. Car ce jour-là, c'est Smets qui s'impose. 2e victoire consécutive pour celui qui, à ce moment-là, est encore champion du monde. Avant-dernière épreuve de la saison en Italie. Everts est toujours en tête du championnat et peut mathématiquement être titré dès cette épreuve italienne. C'est une chute derrière impressionnante pour McFarlane, chute également pour Andrea Bartolini. Et le duel qui reprend entre Smets et Everts. Un duel qui, en Italie, sera remporté par Joël Smets, qui, je vous l'ai dit,
a tout tenté jusqu'à la fin du championnat, a donné le meilleur de lui-même pour essayer de contrer Stefan Everts. Mais Everts avait pris suffisamment d'avance en début de championnat pour ne plus être rattrapé. Et c'est ici, en Autriche, lors de la dernière épreuve de la saison, que Everts va devenir champion du monde 500. Même si, une fois encore, c'est Smets qui s'impose pour la 6e fois de la saison. Mais c'est là malgré tout que Everts va donc obtenir le premier titre de champion du monde 500. Il devient ainsi le 2e pilote de l'histoire à obtenir au moins un titre dans chaque catégorie, 1 en 125, 3 en 250 et 1 en 500. Ici la victoire de Smets, une victoire qui malgré tout ne sert à rien puisque Everts devient donc champion du monde 500. Là, le classement final de cette catégorie avec un podium final totalement belge. Ouais, ce titre est vraiment différent puisque c'est ma première saison en 500 et avec une bagarre très dure contre Smets et Berwutz. Je reviens de 2 saisons de blessures et c'était un nouveau challenge pour moi avec un nouveau team et une nouvelle moto. Je ne m'attendais pas à être aussi fort dès le début, mais c'est quelque chose dont je rêve depuis si longtemps. Et maintenant, j'ai une couronne dans les 3 catégories, alors je suis vraiment très heureux. Voilà, c'est la fin de cette rétrospective 2001. Désormais, les pilotes se reposent pour certains ou s'entraînent déjà pour d'autres, avec pour objectif d'arriver fin prêt pour le premier Grand Prix de la prochaine saison. Ce sera mi-mars en Espagne, à suivre bien sûr comme d'habitude en direct sur AB Moteur. Les meilleurs moments du championnat MX 250 avec Michael Pichon, c'est dans un instant sur AB Moteur. Salut à tous et bienvenue sur AB Moteur pour suivre avec nous le résumé de la saison 250 de motocross avec un invité de marque à nos côtés aujourd'hui, le champion du monde français Michael Pichon. Salut Michael. Salut, bonjour à tous. Michael, donc une saison impressionnante cette année, de nombreuses victoires et votre premier titre, donc on va revivre ça course par course. On va commencer tout à l'heure avec le Grand Prix d'Espagne à Talavera. Vous vous êtes présenté là-bas en pleine forme puisque vous aviez déjà remporté quelques courses de préparation. Oui, j'étais en pleine forme, même si j'étais très nerveux, puisque bon, c'est le premier Grand Prix. Et comme tout le monde le sait, on a tous la pression, tous très nerveux, et on a travaillé très dur durant l'hiver. Donc
on attend cette course depuis très longtemps et on est très impatient de voir ce qu'on vaut par rapport aux autres. Oui, d'autant que vous, l'année dernière, vous étiez battu avec Frédéric Bollet jusqu'à une blessure et c'était un petit peu avec sûrement un sentiment de revanche que vous abordiez cette nouvelle saison. Oui, c'est clair, plus que de la revanche, j'étais vraiment vexé de ne pas avoir gagné ce championnat. Donc j'attendais le début de la saison avec impatience, je m'étais entraîné très dur, on avait fait beaucoup de testing avec le team. Et donc voilà, j'étais vraiment nerveux et en plus il n'y avait pas que Bollet, il y avait Bérère et tous les autres. Et donc c'était une course assez difficile. Donc là on suit quelques ralentis pour vous mettre en appétit avec notamment le numéro 41, Chadrid, l'une des révélations cette année, Mickaël. Oui, il a fait une super seconde de championnat, enfin seconde partie de championnat. Il a été quasiment le seul à pouvoir me battre dans la deuxième partie. Il a vraiment roulé très fort et j'ai eu un peu de chance finalement qu'en début de saison il a fait beaucoup d'erreurs. Sinon je crois que ça aurait été vraiment un pilote qui aurait été là pour me jouer la gagne au niveau du titre. Allez, on va se retrouver donc directement derrière la grille du Grand Prix d'Espagne à Talavera avec le numéro 1 Frédéric Bollet. On l'a aperçu au centre de la grille et vous êtes à l'intérieur avec pour le premier départ le all shot déjà. Ah oui, j'étais très motivé, même si je le disais tout à l'heure, j'étais très nerveux, mais bon, je voulais absolument faire ce all shot. C'était très important, mais on va le voir. Enfin, moi, pour ma part, je n'étais pas très content de ma course. Ça a été une course très difficile et j'ai fatigué énormément, justement, dû à la nervosité. Donc là, vous êtes en tête. Derrière, il y a une bagarre avec notamment Pete Byrer à l'écran en ce moment. Carlin, le jeune anglais, était bien parti lui aussi. Une piste assez rapide, assez technique aussi, mais pas mal défoncée pour un premier Grand Prix. Oui, c'est clair, la piste était vraiment bien préparée, un peu courte, mais très très défoncée. C'était une belle épreuve. Et on a pu voir Pete Byrer qui était quand même pas très bien au début, qui est bien revenu. Et puis bon, moi j'ai fait une petite erreur. Voilà, là on est dans les premiers tours avec Gordon Crockard derrière vous. Vous êtes à l'attaque, Crockard, Claudio Federici juste derrière et là sur ce camel une petite faute à la réception. Oui, comme je disais tout à l'heure, j'étais nerveux et je faisais beaucoup d'erreurs. Et en plus j'avais du mal à lâcher les poursuivants. Donc c'est ce qui est difficile quand on donne beaucoup d'énergie et qu'on voit que les autres restent juste derrière au contact. Donc ça rend les choses encore plus difficiles. Donc là vous êtes reparti avec Pete Byrer juste dans vos roues. Devant il y a toujours Claudio Federici et Gordon Crockard. Claudio Federici, italien, forcément rapide sur ce genre de piste. Oui, c'est clair que c'est le genre de piste qu'il aime bien. Et bon, comme je disais, c'est toujours difficile pour tout le monde à gérer une première course de la saison. Et d'ailleurs on peut le voir, tout le monde a fait des erreurs. On est tous tombés un par un et là il y a Claudio qui va à la faute. Oui, une petite erreur dans une portion de whoops, très typé Supercross. Du coup Gordon Crockard en profite pour prendre le commandement. Vous êtes juste derrière, ça y est, vous avez fait la jonction, vous allez porter votre attaque dans quelques secondes. Mais j'ai pas eu en fait trop besoin de la porter puisque Gordon va à la chute. Je crois que tous les leaders ont été à la faute à un moment donné. Et une fois que j'ai repris la tête, c'était à moi de ne plus faire l'erreur. Et avec la pression de Bérère et Bollet qui est bien revenu aussi sur la fin, donc c'était très difficile au niveau de la pression. Il y a noté dans ce Grand Prix l'excellente remontée de Frédéric Bollet qui avait totalement loupé son envolée et qui va réussir à revenir sur le podium. Et là vous remportez donc ce premier Grand Prix, vous avez vraiment l'air très très content. Pour moi c'était une grande victoire parce que la première de l'année et bon, avec tout ce qui s'était passé l'an passé suite à ma blessure, ça faisait vraiment plaisir de gagner d'entrée de jeu et de montrer aux autres que j'étais prêt pour le titre. Là, on se retrouve donc pour le deuxième Grand Prix à Valkenswaard dans le sable. Alors là, c'est des conditions totalement différentes. Oui, là, ça change complètement. Et bon, une piste que j'aime mieux évidemment que celle de Belpuig. J'ai l'habitude de m'entraîner sur ce genre de piste avec mon team qui est basé en Belgique. Et donc, j'ai fait un bon départ. Et puis, on va voir par la suite une belle bagarre avec Crockard. Donc là, il y a une petite chute dans les premiers virages. Donc le sable, c'est une technique de pilotage totalement différente. Là, c'est Grant Langston, le champion du monde 125 exilé aux États-Unis, qui était venu faire une petite pige en Grand Prix 250, qui va chuter dès les premiers tours, juste derrière votre coéquipier Joshua Coppins. Et là, on va vous retrouver tout de suite en bagarre une nouvelle fois avec Gordon Crockard. Mais devant, c'est toujours Carl Nunn, auteur d'un excellent départ, qui mène ce Grand Prix.
Et là on vous voit donc en position d'attente en 3e position justement derrière Crocard. Disons que Valkenswaard c'est quand même une piste très spéciale où est-ce qu'il ne faut pas prendre de risque dès le début de course, c'est très défoncé et on peut voir souvent que des pilotes comme Nunn sont capables d'aller très vite durant les 10 premières minutes. Et puis bon, en fait, il faut prendre son temps et attendre que ces pilotes-là, qui n'ont pas vraiment la technique, baissent de rythme. Donc oui, je suppose que la piste a tendance à se dégrader particulièrement. Donc il y a la condition physique qui doit jouer un rôle très important. Physique et technique, puisque c'est vrai que dans le sable, la piste avec les 30 pilotes pendant 45 minutes, 40 minutes, donc la piste évolue à chaque tour. Et donc c'est vrai qu'il faut prendre son temps parce que bon, c'est facile de chuter. Et voilà, quoi, c'est quand même assez spécial comme circuit. Et c'est pour moi très bien de pouvoir m'entraîner sur ce genre de piste assez souvent. Là c'est toujours un Karl Lund devant Gordon Crocard, vous, Michael Pichon en 3e position. Oui, là on est vraiment en début de course, donc je m'affole pas trop, même si je sais que Crocard est un très bon pilote de sable. Et mais c'est vrai que si j'avais pu le passer dès le début, je l'aurais fait, mais bon, il a très bien roulé et je préférais patienter un peu. Alors que là on revoit le départ au ralenti. Avec Frédéric Bollet, pas très bien parti une nouvelle fois. Un départ assez chaud, hein, puisque c'est très rapide et une chicane au bout de ligne droite, ça fait un peu peur. C'est un départ un peu dangereux. Et là, ça y est, vous avez avalé Karl Lund, Gordon Crocard est en tête. Vous occupez la 2e position. Vous allez maintenant mettre la pression sur Crocard. Je vais lui mettre la pression, mais en fait, je vais me rendre compte qu'il roule vraiment très vite. Il va imposer un rythme assez soutenu pendant un bon moment. Alors que là, c'est l'erreur de Frédéric Bollet qui va repartir très attardé. Frédéric Bollet avec un podium lors de la première course. Ça se passe un petit peu moins bien pour lui à Valkenswaard. Et là, on retrouve donc la bagarre entre Gordon Crocard et vous, Michael, alors que Frédéric Bollet essaye de revenir avec un joli bloc pass ici. Mais Frédéric Bollet qui finalement va rentrer au stand et abandonner pour ce 2e Grand Prix de la saison. Alors que vous en avez profité pour vous emparer du leadership. Oui, là, il ne reste plus grand-chose, évidemment. On a bien déjà roulé 20-25 minutes et Crocard a fait quelques erreurs. J'en ai profité, il a fatigué un peu. Je pense je lui ai mis la pression pendant plus de 20 minutes et il n'arrivait plus à la supporter. Et, j'en ai profité. Et puis surtout, dès que je l'ai passé, j'ai forcé énormément pendant 2-3 tours pour faire le break. Donc victoire de Michael Pichon à Valkenswaard pour la 2e course de l'année. 2e succès consécutif. On voit votre mécano particulièrement content. On va regarder le classement de cette course. Donc Michael Pichon, Gordon Crocard, Joshua Coppins, Paul Cooper et Jussi Pekka Vehviläinen en 5e position. Et là on attaque tout de suite donc avec la 3e course avec un voyage lointain pour vous, Michael, en Australie. On sait que vous n'aimez pas beaucoup l'avion, mais bon, il a quand même fallu y aller. C'est clair que c'est un long voyage pour une manche et bon, c'est comme ça, c'est pour tout le monde pareil. Et on a eu la chance, on est arrivé sur une belle piste, un endroit assez sympa. Et donc j'ai fait la pole et donc tout se passait bien encore une fois. Un bon départ. Donc voilà, un bon départ en 2e position, derrière toujours Pete Beirer. Pete Beirer, on le connaît, il faut toujours s'en méfier. Il a souvent tendance à commettre des petites erreurs comme c'est le cas ici. Sur cette course-là, il a vraiment attaqué très dur et il a fait une grosse erreur dès le 2e tour et j'en ai profité. Alors vous êtes en tête devant Claudio Federici et Yves de Maria. Yves de Maria qui avait connu un début de championnat assez difficile, tout comme Frédéric Bollet qui abandonne une nouvelle fois. Yves de Maria qui va lui aussi retrouver sa vitesse sur cette piste australienne. Une piste assez rapide, assez difficile en fait physiquement puisqu'il y avait beaucoup de vitesse et une piste très défoncée. Pas le genre de piste que j'aime forcément, mais bon, je me suis bien adapté. On a réglé la moto parfaitement pour ces conditions et c'était une nouvelle victoire, c'était génial. Quatrième Grand Prix maintenant de la saison, on se dirige vers Genk. La Belgique, c'est un petit peu moins exotique que l'Australie. Et là, vous êtes aux côtés de Frédéric Bollet. Et c'est parti donc pour ce Grand Prix de Belgique. Avec le meilleur départ pour Crocard, vous êtes en 2e position. Et là, on retrouve une piste à nouveau assez difficile, avec pas mal d'ornières, des trous. Très très difficile, même limite dangereuse. Enfin bon, surtout quand on veut aller très vite.
D'ailleurs, on le voit avec une chute d'entrée à Joshua Coppins, le numéro 4, votre coéquipier, mais également Frédéric Bollé. Ouais. Bollé, il est clair que durant ce début de championnat, il perd quasiment tout l'espoir du titre avec beaucoup d'abandon. Et là, on revient donc sur les deux leaders. Gordon Crockard, une nouvelle fois en tête, vous êtes second. Et derrière, ça se bagarre, on a reconnu Pete Byrer, Yves de Maria, Michael Maschio également, qui était de retour lors de cette course après une blessure en début d'année. Vraiment une piste difficile où est-ce qu'il est dur d'attaquer. Je crois que pour tous les pilotes c'était pareil. On était à la limite de la chute tous les 2 à 3 fois par tour. Là on suit la bagarre qui oppose notamment Yves de Maria et son coéquipier Pete Byrer. Une piste qui vous a peut-être un petit peu rappelé celle de l'an dernier. Et oui justement, un peu comme Robenong où je m'étais blessé. Crockard est vraiment très très fort sur ses pistes techniques avec beaucoup d'ornières. Et j'ai voulu patienter un peu et finalement il allait quand même très vite. Alors que là c'est encore un problème, vous le soulignez tout à l'heure, pour Frédéric Bollé qui connaît décidément un début de championnat particulièrement difficile. Et là on vous retrouve, Michael, vous avez pris la tête. Oui, là j'ai passé Crockard, mais il m'a surpris, il m'a repassé aussitôt et j'avais donné pas mal d'efforts pour le passer. Et j'avais commis aussi quelques erreurs et il roulait vraiment très vite et il me semblait très énervé, donc j'ai préféré pas prendre de risques plutôt que de risquer la chute. Donc là vous avez plutôt donc décidé d'assurer de prendre les points de la deuxième place pour la suite du championnat. J'ai essayé de rester au contact quand même jusqu'à la fin, mais il était vraiment très fort et je crois que dans ces conditions-là, il est vraiment difficile à battre. Donc voilà, un Gordon Crockard qui s'impose pour la première fois de l'année devant Michael Pichon. Et ensuite, pour la troisième place, il y a un duel franco-français avec Michael Maschio, Yves de Maria. Yves de Maria qui va prendre le meilleur finalement dans le dernier tour. Oui, en fait, on n'est même pas dans le dernier tour. Enfin, on est dans le dernier tour, mais on est à quoi, à 200 mètres de l'arrivée. Donc le classement de ce Grand Prix de Belgique, la victoire de Crockard devant Michael Pichon, Yves de Maria, Michael Maschio. Le classement du championnat, donc Michael, vous êtes en tête avec 95 points devant Crockard, 67 points. Et là, on se retrouve avec Yves de Maria. Vous êtes juste à ses côtés. Pete Byrer est là lui aussi pour le premier Grand Prix d'Allemagne de la saison à Tuchenthal. C'est parti. Un Grand Prix important pour moi puisque c'est Fred Bollé qui avait fait la pole. Donc j'étais un peu nerveux et il roulait très vite. Il avait gagné son titre là l'an passé. Donc c'était important pour moi d'essayer de le battre sur ce circuit. Donc vous réalisez une nouvelle fois un excellent départ sur une piste une nouvelle fois assez rapide avec pas mal de sauts. Oui, c'est vraiment une superbe piste, Tuchenthal, et donc c'est vrai qu'encore une fois on peut voir que moi et Coppins on a encore fait un super départ et on peut remercier que nos motos, nos Suzuki pour ça. C'est vrai qu'on a fait ça tout au long de l'année. Alors qu'en troisième position, c'est la bagarre entre Frédéric Bollé et Pete Byrer devant son public. Et Frédéric Bollé qui passe ici, Byrer à l'intérieur qui va ensuite attaquer Joshua Coppins. C'est vrai que Bollé avait été titré l'année dernière ici même et apparemment il apprécie tout particulièrement ce circuit. Oui, il est très rapide et au chrono il m'a surpris. Dans les 5 dernières minutes, j'ai rien pu faire et j'en ai profité heureusement grâce à mon départ de faire le break tout de suite. Et puis j'ai fait des bons chronos tout au long de la manche. J'ai même amélioré en milieu de manche et Bollé n'a pas pu revenir sur moi, donc c'est une victoire très importante. C'est vrai, à chaque fois que vous avez réussi à partir devant, il y a quasiment personne qui a jamais réussi à venir vous attaquer à la régulière, alors que là c'est toujours Pete Byrer à l'attaque avec un coup de raquette assez impressionnant. Byrer qui va aller attaquer à son tour Joshua Coppins. Disons que c'est Bérère, il lâche pas le morceau, même si il y a une énorme prise de risque et malheureusement ça se finit souvent par terre. Voilà, comme ici. Petite chute de Byrer, une glissade à l'extérieur alors que vous êtes toujours facilement installé devant. C'est peut-être l'une des courses les plus faciles de l'année pour vous à Tuchenthal. Non, pas forcément, mais j'ai roulé à un rythme assez élevé toute la manche parce que je voulais vraiment pas que Bollé revienne sur moi et surtout qu'il croit en fait qu'il puisse revenir sur moi. Donc j'étais vraiment concentré sur mes chronos grâce à mon mécano qui me donnait mes tours par tour. En troisième position, c'est Yves de Maria qui après une belle course en Australie, puis à Genk va signer un nouveau podium alors que c'est vrai que Yves avait enchaîné un bon début de championnat avec beaucoup de podiums. Alors que là, ça s'est un petit peu moins bien passé cette fois-ci pour Gordon Crockard, seulement 11e après 10 tours en bagarre avec Byrer. Disons que c'est des pistes justement avec très peu d'ornières, un peu glissantes et il est déjà un peu moins à l'aise que dans les circuits comme Genk avec beaucoup d'ornières.
Et là on retrouve le numéro 41, Chadrid. On a choisi de vous le montrer. Chadrid, c'est vrai qu'en début de saison, vous le précisiez tout à l'heure, Mickaël, il n'était pas forcément présent. Et petit à petit, au fil des courses, il a pris confiance en lui, le jeune Australien. Et finalement, à la fin de l'année, c'était quasiment l'homme le plus dangereux. Alors, on vous retrouve donc dans votre dernier tour avec une nouvelle victoire et le premier triplé français de l'année. Avec vous sur la première marche du podium devant Frédéric Bolley, Yves de Maria, Claudio Federici 4e. Alors après ce Grand Prix d'Allemagne à Tuchenthal, direction Spa-Francorchamps pour le Grand Prix d'Europe. Vous êtes à l'intérieur, Mickaël, avec juste à côté de vous le champion du monde en titre à ce moment de la saison. Frédéric Bolley, c'est parti, Chadrid est pas mal non plus. Et une nouvelle fois, vous faites une excellente sortie de grille avec votre coéquipier Joshua Coppins, numéro 4. Oui, c'était vraiment une très belle épreuve, un très beau circuit. Tout refait. C'est vrai que la première année, c'était pas terrible. Et là, on avait vraiment une épreuve préparée aux petits oignons. C'était vraiment génial. Et à ce moment de la saison, donc vous dominez assez facilement le championnat. Mais c'est vrai que depuis quelques courses, on voit Frédéric Bolley qui revient en forme et il va vous inquiéter, notamment en ce début de course. Ah oui, Bolley a eu un début de saison assez difficile. Et c'est vrai que depuis 2 Grands Prix, il avait fait la pole à Tuchenthal. Là, il était très rapide aussi. Et donc, il m'a mis un peu de pression dans cette début de course. Et puis, finalement, il avait repris confiance en lui. Et avec vraiment sûrement l'une des plus belles bagarres de l'année, vous opposant à Frédéric sur une piste sablonneuse, une nouvelle fois très technique. Derrière vous, c'est la bagarre entre Coppins, Pete Beirer et Michael Maschio. Karl Lund est pas mal non plus. On n'a pas encore aperçu Chadrid, on verra tout à l'heure qu'il sera auteur d'une superbe remontée. Là, c'est toujours la bagarre un peu des chiffonniers, Coppins, Beirer. Une piste vraiment sympa qui est un peu à l'américaine avec beaucoup de sauts, beaucoup de trajectoires possibles intérieur-extérieur. Donc ça, évidemment, ça donne de très belles bagarres. C'est Georges Daubé qui s'occupe du tracé et avec justement cette année l'appui d'un Américain qui a l'habitude de tracer des pistes de supercross notamment. On peut voir dans chaque virage, on a deux trajectoires différentes, donc c'est beaucoup plus joli à voir. Donc là on revient sur votre bagarre avec Frédéric Bolley. Donc je vais ralentir un peu volontairement puisque Fred me mettait vraiment la pression et puis j'étais pas trop pressé, on était que dans les 10 premières minutes. Donc là en fait c'est délibérément, vous vous écartez quasiment et vous le laissez prendre le commandement. Oui, parce que j'avais quand même une bonne avance au championnat sur lui, j'avais pas non plus forcément à gagner cette course et donc je préférais prendre mon temps et voir comment il allait réagir une fois que j'étais derrière lui. Vous étiez peut-être un petit peu dans le même esprit qu'à Genk avec Gordon Crockard. Oui, pareil, c'est vrai que ma blessure de l'an passé m'a beaucoup appris et là on s'est fait quand même une belle bagarre en se passant et se repassant une bonne 3-4 fois. Quoi. Voilà, là vous êtes à nouveau en tête et Frédéric qui va recouper parfaitement la trajectoire pour vous attaquer à nouveau. C'était très chaud, on s'est touché quelques fois, mais c'est resté très correct. Et c'est vrai que c'est justement la piste qui permet de faire ça et pour le spectacle c'est vraiment d'enfer. Alors vous avez vu dans le saut, jeter un petit coup d'œil pour vérifier un petit peu où on était, Frédéric Bolley. Et ensuite là, qu'est-ce qu'on se dit? On essaye de tout donner pour creuser l'écart et ensuite gérer. Disons qu'une fois que j'étais derrière Frédéric, c'est lui qui a commis des erreurs et donc j'ai forcé au maximum une fois que je lui ai passé pour
pour prendre de l'avance, mais bon, il n'a pas lâché comme ça. Mais bon, j'ai vraiment donné beaucoup d'efforts pendant 3 tours et finalement j'ai réussi à partir. Donc vous êtes en tête devant Frédéric Bollet derrière, ça se bagarre vraiment avec toujours Joshua Coppins qui occupe la 3e position devant Chad Reed et Pete Byrer. Un peu une bagarre de pilotes furieux, là, et que des attaquants. C'est vrai, hein. Autant vous et Frédéric Bollet, vous avez plutôt des pilotages assez coulés. À la rigueur, on n'a pas vraiment l'impression que vous allez vite, alors que des pilotes comme Reed, Byrer ou Coppins, on a l'impression qu'ils sont à 200% en permanence. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus vite que nous, puis en fait, on arrive à leur mettre sur cette piste, par exemple, 1 ou 2 secondes au tour. Mais bon, c'est des styles différents, mais bon, ça n'empêche pas qu'ils sont quand même très, très, très rapides. Voilà, un Chad Reed dans le dernier tour qui vient de doubler à l'instant. Joshua Coppins, vous êtes en wheeling, tranquille. Une nouvelle victoire après cette belle passe d'armes avec Frédéric Bollet. Frédéric qui va terminer second. Reed 3e, son premier podium de l'année. Coppins et Byrer. Gordon Trocard 6e. Gordon Trocard, à ce moment-là, il commençait un petit peu à baisser de rythme, mais on va le retrouver tout de suite au départ du Grand Prix de Suède, plutôt en forme. Gordon Trocard, puisqu'il va réaliser un excellent départ. Disons que pour la première fois de l'année, pour moi, je vais réaliser un départ assez moyen, puisque bon, là, je suis même pas dans les 10 premiers lors du départ. Et donc ça m'a un peu surpris. Disons que quand on prend l'habitude de partir devant, c'est beaucoup plus facile. Donc devant, c'est Gordon Trocard, il y a Michael Maschio, Chad Reed. À noter, on a oublié de vous le dire, lors de l'épreuve de Spa, il y avait eu la blessure d'Yves de Maria, fracture de la clavicule, qui faisait son retour ici en Suède. En tête donc Trocard devant les 2 Kawa, Maschio et Chad Reed. Et vous êtes assez loin, Michael, on voit dans les whoops. Oui, j'étais assez loin, mais bon, j'ai réussi à revenir assez rapidement. Et en fait, c'est ensuite que j'ai pas très très bien roulé. On revoit ce départ au ralenti avec une chute. Départ assez chaud, virage très serré. On vous aperçoit au loin là-bas derrière avec votre numéro 2. Là, ça chute, hein. Il y a Fragbergs notamment, Sipek. Et devant, donc c'est Trocard qui en a profité pour se donner un petit peu d'air. Encore une fois, Trocard, une piste quasiment toujours les mêmes, où est-ce qu'il est très très fort, beaucoup d'ornières, il pleut, donc très technique, pas forcément très rapide mais très piégeuse et sur ce genre de piste il est toujours très rapide. Jusqu'à maintenant, c'est Michael Maschio qui occupait la 2e position. Chad Reed, son coéquipier, vient de le déborder à l'instant. Michael Maschio, lui, il a connu une année assez difficile avec pas mal de blessures, des chutes. On attendait un petit peu mieux de lui. Cette saison, on le retrouvera l'an prochain en 125 pour essayer de retrouver un petit peu de motivation. Et en ce début de course, c'est bien Trocard qui domine avec Chad Reed derrière. Et vous revenez en bagarre ici avec Claudio Federici. J'essaie de revenir, même si quand je vais me retrouver justement en 3e position, je vais pas revenir justement j'avais des repères sur les pilotes de devant et c'est ce qui va un peu me mettre un coup au moral puisque les écarts vont rester les mêmes alors que je faisais beaucoup d'efforts. Je pense que c'était plus une erreur de trajectoire. Je roulais très mal, j'étais très nerveux, je voyais Trocard s'en aller et Chad Reed aussi très impressionnant. Alors que là dans les whoops on a vu une technique complètement différente alors qu'on a aperçu la chute de Michael Maschio et Yves de Maria qui rentre au stand avec une clavicule toujours assez douloureuse. On vous a vu dans les whoops Michael avec une technique différente, une petite roue arrière pour enrouler alors que Federici lui sautait 2 par 2. C'est vrai que moi j'aime bien les whoops et ça me permettait de passer un peu plus vite. Mais bon, sur la durée de la manche, sur 35 minutes, j'ai commis aussi quelques erreurs dans les hoops et en fin de manche, je me suis calmé un peu puisque bon, encore une fois, je voulais pas chuter pour tout perdre. Là, c'est la bagarre toujours entre les 2 Français, Frédéric Bollet et Michael Maschio. Frédéric Bollet qui a loupé son départ, qui est en train de revenir, mais à 2 tours de l'arrivée, Michael, là vous avez vraiment fourni un gros effort et vous êtes revenu carrément à quelques secondes de Chad Reed, vous allez même l'attaquer tout de suite. Oui, malheureusement un peu trop tard parce qu'il reste 2 tours et je vais passer Chad Reed dans l'avant-dernier tour et je vais revenir très rapidement aussi sur Trocard. J'étais environ 3-4 secondes plus vite que dans les derniers tours. Et bon, c'est dommage, je me suis pris simplement trop tard. Donc voilà, donc c'est Trocard qui va finalement s'imposer dans ce Grand Prix de Suède, sa 2e victoire de l'année. Encouragé par ses mécaniciens un petit peu nerveux avec les pilotes attardés car vous êtes juste derrière Michael et Gordon Trocard donc qui s'impose en Suède. Devant vous Michael Pichon, Chad Reed d'un nouveau podium, Claudio Federici, Coppins et Bollet.
Voilà, c'est le 8e rendez-vous de la saison. Et une étape importante, Mickaël, puisqu'on est à Ernée, en France, à quelques kilomètres de chez vous, donc un Grand Prix avec une saveur toute particulière. Oui, c'est clair que pour moi c'était très important, même si j'étais très nerveux évidemment, puisque quasiment tout le public était là pour moi, mais pour les Français évidemment, mais j'avais beaucoup de supporters qui avaient fait le déplacement et je me devais pas de gagner, mais presque, surtout que j'avais gagné beaucoup d'épreuves auparavant, donc j'ai eu un peu de chance finalement avec la pluie et des conditions très favorables pour moi. Alors qu'on a aperçu Yves Demaria en difficulté dans le premier tour avec un abandon finalement pour le pilote Yamaha. On vous revoit au départ avec une sortie de grille impeccable. En revanche derrière ça se corse un petit peu pour le numéro 9 Mickaël Massiot et Frédéric Bollet, les deux Français qui vont chuter. Massiot apprenait un peu trop tard et emmener Bollet avec lui. Crocard également a loupé son départ. On voit des conditions très difficiles, de nombreuses ornières, une piste un petit peu mono-trajectoire. Très piégeuse, encore une fois très technique. On a eu quand même pas mal de circuits comme ça cette année et des pistes où on n'a pas trop le droit à l'erreur. Mais bon, que j'aime beaucoup. Et à noter, Mickaël, que en fait c'est la deuxième fois que vous aviez quasiment l'opportunité de remporter un Grand Prix en France, puisque vous étiez imposé il y a quelques années en 125 avant de partir aux États-Unis et de décrocher 2 titres là-bas en 125 Supercross. Mais depuis, aucune victoire en Grand Prix de France. Disons que j'avais participé juste au Grand Prix à Brou l'an passé, c'est Bollet qui l'avait emporté. Et donc c'est vrai que c'était une bonne opportunité pour moi et comme je disais tout à l'heure, les conditions m'ont permis de me la rendre plus facile, quoi. Alors, on l'a aperçu, Frédéric Bollet encore une fois en train de remonter après sa chute. Là c'est toujours la bagarre, Claudio Federici, Pete Byrer et vous êtes facile devant. Et là c'est vrai qu'après votre excellent départ, vous avez rapidement réussi à vous envoler, à vous mettre un petit peu à l'abri. Oui, dans ces conditions, le départ est très important, on roule beaucoup plus coulé. Voilà, on peut voir Pete Byrer qui fait un extérieur auquel j'avais jamais pensé et oui, malheureusement il a chuté. Et, c'est Pete Byrer. C'est Byrer, c'est vrai que pendant ce Grand Prix on avait été un petit peu surpris. Aucun pilote n'est allé chercher cette trace à l'extérieur un petit peu glissante. Mais bon, Byrer il va bien se reprendre ensuite. Il va revenir avec... Oui, parce que malgré cette chute, il va revenir sur tout le monde, quoi. C'est un battant, c'est Pete Byrer, il n'a jamais le morceau jusqu'au bout, même s'il chute, il repart le couteau entre les dents et c'est vrai qu'il fait des belles courses, quoi. Donc à ce moment, vous êtes toujours en tête, c'est tranquille, on vous voit même pas. En seconde position, c'est toujours Carl Nunn, le pilote britannique, et derrière la bagarre entre Claudio Federici et Pete Byrer. Carl Nunn lui fait de très bons départs, mais il baisse souvent de rythme. On a pu voir qu'il a souvent fait des bons départs cette année. Malheureusement, il n'arrive pas à concrétiser. Pourtant, un bon départ, ça aide énormément. Voilà, c'est vraiment une grosse bagarre derrière vous, Mickaël. Il y a Byrer, il y a Carl Nunn, Joshua Copin, c'est là lui aussi, Claudio Federici. Et un petit peu plus loin derrière, il y a Johnny Aubert sur la Yamaha numéro 92. Johnny Aubert, le jeune français qui a, pour ses débuts en 250, réussi plutôt une belle saison. Qui est juste dans les roues de Crocard, donc c'est évidemment très très bien. Et puis bon, je sais que Johnny est très fort aussi dans ces conditions boueuses et il a une très très bonne technique. Donc c'est vrai qu'il avait fait un très beau Grand Prix de France. Crocard en 6e position qui est revenu dans les roues de Carl Nunn et qui va attaquer le Britannique dans quelques secondes. Johnny Aubert juste derrière. Frédéric Bollet n'est pas loin non plus, lui aussi, il revient petit à petit. Alors que là on revient sur vous, Mickaël, avec une petite erreur, ça s'est pas produit souvent cette année. Disons qu'il restait 3 tours et j'étais un peu déconcentré et j'ai fait un point mort. Donc quand j'ai remis les gaz, il ne s'est rien passé et moi j'avais le temps puisque j'avais pas mal d'avance, donc j'ai pris mon temps de ne pas chuter et juste de renclencher la première pour partir. C'est vrai qu'on vous voit vraiment très serein là, tranquille. On vous retrouve donc dans le dernier tour. Frédéric Bollet, lui, en a profité pour doubler Carl Nunn à quelques virages seulement de l'arrivée. Frédéric Bollet, une nouvelle fois, obligé de se battre après une chute au départ. Disons que les fins de manche, on se rend compte des pilotes quand même qui sont très physiques. Bollet a passé énormément de pilotes dans les derniers tours. Et là, vous êtes justement dans votre dernier tour, quasiment dans le dernier virage. Vous allez remporter donc le 2e Grand Prix de France de votre carrière après celui de Sourdeval en 125. Premier Grand Prix de France 250 et à ce moment-là, vous avez creusé encore un peu plus l'écart, surtout vos poursuivants. Avec vos supporters, on aperçoit votre amie Stéphanie juste derrière, le drapeau tricolore.
Après Ernée et la France, direction Namur et la Belgique. Et là, une piste un petit peu particulière. L'an dernier, vous aviez eu du mal. Vous étiez revenu à Namur après votre blessure à l'épaule. Et puis, en dépit de cela, vous avez plutôt bien roulé une nouvelle fois ici même, malgré un all shot signé Chad Reed. Je vais tout simplement me rendre compte que, alors que là on voit une chute au départ avec Yves de Maria et Kovalainen. De Maria qui a chuté assez lourdement, tout comme Mikael Maschio. Deuxième chute au départ en 2 courses pour Mikael après celle d'Ernée. C'est clair que ça rend les choses vraiment très difficiles quand d'entrée de jeu. Bon, surtout maintenant avec une manche, on n'a vraiment pas le droit à ce genre de choses. Et c'est clair que quand on se retrouve par terre dès le premier virage, c'est très difficile. Allez, on revient sur Chad Reed, donc le leader. Vous êtes en seconde position, en position d'attente. Et Chad Reed qui commence justement à ce moment de la saison vraiment à progresser. Oui, en plus, bon, comme je voulais le dire tout à l'heure, c'est vraiment pas le genre de piste que j'apprécie énormément, très glissante. Même si c'est très technique, mais c'est vraiment difficile. Et je me suis rendu compte cette année qu'en pleine forme, c'est difficile. Donc c'est vrai que l'année dernière, avec la blessure, c'était quasiment impossible de rouler. Donc là, vous êtes second pour le moment. Derrière, ça se bagarre, toujours avec les mêmes Joshua Coppins notamment. On aperçoit Claudio Federici et Frédéric Bollet qui va une nouvelle fois revenir après une envolée un petit peu manquée. Voilà Joshua Coppins, votre coéquipier, lui aussi un pilote très agressif. Surtout qu'à Namur, pour redoubler, il n'y a pas vraiment beaucoup d'endroits et il faut être très agressif. Et c'est clair que Bollet a fait a donné beaucoup d'efforts dans cette début de manche puisqu'il est remonté assez rapidement. Mais donc je ne sais pas ensuite ce qui s'est passé, mais peut-être il a payé des efforts, je ne sais pas, mais il a vraiment passé beaucoup de pilotes en très peu de temps et à Namur c'est assez fort. Le voilà, Frédéric Bollet, c'est vrai que votre pilotage, tout comme de celui de Frédéric, convient à ce genre de piste où il faut essayer d'être le plus coulé possible. Et surtout faire le moins d'erreurs parce que c'est tellement facile de faire des erreurs sur cette piste. On l'a vu avec un beau passage de Frédéric Bollet dans les whoops qui a oublié Joshua Coppins pour s'emparer de la 3e place. Devant vous, vous êtes rapproché à quelques centimètres maintenant de la roue arrière de Chad Reed. Vous allez attaquer très bientôt. J'attends qu'il fasse l'erreur puisque bon, j'ai pas trop envie de prendre de risques et bon, il avait fatigué un peu et donc ça m'a permis de passer. Même si c'est quand même une piste qui fait très peur à rouler et il ne faut pas vraiment prendre de risques puisqu'on peut chuter vraiment facilement. On va voir un très glissante avec pas mal de trous et notamment un saut en descente, un double en descente assez impressionnant. Chad Reed m'a vraiment surpris puisque c'est quand même une piste où est-ce qu'il faut être assez propre et malgré qu'il a un style supercross, il a réussi à aller très vite dès le début. Et là on revient sur la bagarre Claudio Federici, Frédéric Bollet. Frédéric qui commence peut-être à payer, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, sa débauche d'énergie du début de course, puisqu'il a rétrogradé d'une place. Pichon, Reed, Federici, Bollet, Coppins et Beirer en 6e position. Puis Beirer lui aussi assez étonnant, mais il est toujours rapide sur cette piste de Namur, alors que Frédéric Bollet continue de rétrograder. Il occupe le 6e rang maintenant, Frédéric. Disons ce qu'on sait avec Beirer justement, c'est que il lâche jamais quoi. C'est qu'en fait il a beau être 6 ou 7e dans les premiers tours, on sait qu'il est capable de revenir sur le podium et c'est ce qu'il va faire justement. Il va se battre, il reste simplement 2 tours maintenant et il est 4e et il y a souci pour Federici. Voilà, c'est l'attaque de Pete Beirer sur Claudio Federici. Mickaël, vous êtes en tête, vous avez réussi à prendre pas mal d'avance en fin de course sur Chad Reed, la dernière section de whoops. Et une nouvelle victoire pour vous, Mickaël Pichon. À Namur, Chad Reed second et Pete Beirer 3e devant Federici et Joshua Coppins. Après Namur, direction maintenant un circuit complètement différent, la Suisse, Roggenburg. Et là c'est vrai que ça s'est pas très bien passé pour vous, c'est votre première petite erreur de l'année en fait, avec une piste que vous n'appréciez pas vraiment. D'ailleurs il y a une chute tout de suite au départ avec notamment Johnny Aubert et le all shot pour Claudio Federici.
On vous aperçoit, Mickaël, vous êtes pour l'instant 3e quand même. Oui, en fait, je me suis mis surtout beaucoup de pression sur les épaules inutilement. Je m'en suis rendu compte après la course par rapport à mes chronos. Et c'est évidemment, j'aime pas trop ce genre de piste très rapide et on a eu un peu de problème dû surtout à mon manque d'expérience sur ces pistes pour régler la moto. Et j'ai voulu faire le forcing. Federici était très rapide, j'avais fait un très mauvais chrono, 5e, donc j'étais surtout très nerveux et j'avais peur de ne pas gagner, tout simplement. Donc c'est Federici pour l'instant qui est en tête devant son compatriote Zani. Vous êtes 3e, vous allez rapidement passer en seconde position. Claudio Federici, lui, adore ce genre de piste, même s'il va se faire une petite frayeur avec une roue avant. Dans cette descente, il a pris un gros trou, Claudio Federici. Alors que vous, on va vous retrouver dans quelques secondes le drapeau jaune pour signaler votre chute. Ah oui, j'ai voulu attaquer et je ne voulais surtout pas laisser partir Federici et malheureusement j'ai chuté. C'est vrai que c'était une grosse erreur, surtout que je me retrouve avec un piquet de coincé dans mon radiateur. Ça, c'est quelque chose qui vous a beaucoup gêné par la suite? Surtout dans les virages, dans les deux sens. À droite, je ne pouvais pas tendre la jambe et à gauche, je n'arrivais pas à tenir la moto correctement. Et là, vous faites à nouveau une petite frayeur peu de temps après. Il y en a eu une autre et c'est vrai qu'en l'espace d'un tour, je faisais un peu n'importe quoi. J'étais très nerveux en fait et ensuite je me suis reconcentré, j'ai pensé au point d'avance que j'avais et que c'était pas si grave que ça et j'ai réussi à revenir et faire quand même des bons chronos vers la fin, ce qui m'a prouvé en fait que j'avais la vitesse et que des fois on est très nerveux pour pas grand chose. Devant, c'est toujours donc Federici qui a bien profité de son excellent départ sur une piste qu'il apprécie particulièrement. Et derrière, on suit maintenant la bagarre qui oppose Frédéric Bollet à Gordon Crockard. Crockard, lui, qui avait complètement loupé sa sortie de grille, pointé aux alentours de la 17e place au premier tour. Il va revenir auteur vraiment d'une course impressionnante, Gordon Crockard. Et là, il va doubler Frédéric Bollet à l'intérieur assez facilement. Ouais, Crockard a vraiment bien roulé, surtout que c'est pas vraiment le genre de piste qu'il apprécie énormément. Et c'est plutôt le genre de piste pour Federici. Mais Crockard, il se bat très bien aussi et il a su revenir sur tout le monde en fait puisqu'il va les passer un à un. Donc là, il y a toujours Federici en tête, Pete Byrer en seconde position. On a vu Chad Reed, Yves de Maria, un groupe de pilotes assez serré. Une piste vraiment délicate, très glissante, il était assez difficile de passer. Là, ça s'est rapproché, vraiment une grosse bagarre entre Pete Byrer, Chad Reed et Yves de Maria. Donc, j'ai aperçu derrière Crockard, quand même assez loin, mais qui revient petit à petit sur le groupe. Yves de Maria, lui aussi, qui commençait à retrouver la forme après sa blessure du milieu de saison. Et Chad Reed qui va attaquer ici Pete Byrer. Yves aussi a toujours bien roulé sur cette piste. On se souvient aux Nations, en 94, je crois, il avait fait une super course. Il avait gagné en 500. Et donc il roule très vite sur cette piste. On va vous retrouver, Mickaël, en train de revenir. Finalement, le piquet qui me gênait est parti. Ensuite, j'ai pu rouler à mon rythme. Mais les pilotes devant étaient trop loin pour que je puisse revenir. Donc j'ai essayé simplement de revenir le mieux possible et de marquer un maximum de points. Donc en tête, on vous le rappelle quand même, c'est toujours Claudio Federici. Et pour la seconde place, c'est très serré, toujours avec Chad Reed, l'attaque à l'instant même de Gordon Crockard sur Yves de Maria. Et Gordon Crockard dans le dernier tour qui va vraiment nous offrir une attaque de tous les instants avec un nouveau dépassement pour doubler Chad Reed. Il y a quand même une erreur de Chad Reed qui a été à l'extérieur et qui a quasiment laissé passer Crockard. Et la première victoire de Claudio Federici après Gordon Crockard, vainqueur 2 fois. Federici est le deuxième pilote à réussir à s'imposer cette année, après vous bien sûr. Après Roggenburg, on se retrouve pour le deuxième Grand Prix d'Allemagne de la saison, après Tuchenthal à Geldorf. Mickaël, vous êtes à l'intérieur et là c'est un Grand Prix encore une fois un petit peu particulier puisque vous pouvez remporter le titre dès cette course. Et oui, je pouvais déjà le week-end d'avant, mais j'étais pas vraiment serein et un peu nerveux.
Et là, c'est clair que c'était un peu plus facile pour moi d'avoir le titre, même si évidemment j'étais encore très nerveux et les essais se sont bien passés. Mais j'ai pas roulé très très relax tout au long de cette course, surtout avec Chadrid qui était encore très très rapide. En revanche, vous réussissez un excellent départ, le all shot Chadrid en seconde position. Une nouvelle fois sur une piste avec pas mal de sauts. Bayer en début de course et troisième. Piste rapide, à noter ce jour-là qu'il y avait déjà eu une victoire française en 125 avec Luigi Segui. Donc vous menez après un tour devant Henri de Bayer, Frédéric Bollet, Copins et Yves de Maria en 6e position. Et Chadrid qui va essayer de vous mettre la pression. Chadrid, ouais, c'est vrai que depuis le mi-championnat, il est toujours là, très rapide, très bon départ, très bon chrono. En course, puisqu'il ne fait pas souvent des très bons chronos lors des essais. En revanche, ça se passe moins bien pour Federici avec une petite faute. Claudio Federici qui n'a pas réussi à enchaîner après sa belle victoire lors du Grand Prix de Suisse. Crochard à nouveau dans les profondeurs du classement après un mauvais départ en 28e position seulement, Gordon Crochard. C'est vrai qu'à ce moment-là, vous êtes champion du monde puisque c'est Crochard qui était votre principal concurrent. Disons que pendant la course, le début de course, j'y pensais pas trop. Je pensais simplement essayer de gagner la course puisque je savais que Crochard était loin et que Chadrid n'était pas vraiment dans la course au titre à ce moment-là. Et donc je voulais vraiment simplement donner le maximum et gagner encore une épreuve, mais Chadrid, il lâchait pas, quoi. Il lâchait pas depuis un bon moment, il était toujours là et on peut voir encore, on est peut-être à la 15e minute et il est qu'à 3 secondes, donc on n'a pas le droit de se relâcher, quoi. Derrière il y a Bayer et Pete Bayer qui va commettre une grosse faute sur ce saut. Frédéric Bollet derrière un petit peu sûrement étonné, qui va lui aussi chuter. Bollet a dû être surpris de voir Bayer passer par devant comme ça, il s'est fait peur, il était tellement près de lui qu'il a dû freiner très fort et cette petite bosse a dû faire exactement comme ça a fait Bayer, ça a dû le jeter par l'avant et encore une fois c'est pas trop de chance. Et puis Bayer qui s'en sort bien avec cette chute, il aurait vraiment pu se faire beaucoup plus mal. Oui c'est clair, mais une chute impressionnante que j'ai du mal à comprendre puisque je passais là aussi et je crois qu'il a dû arriver un peu trop vite. Là on vous retrouve, vous avez réussi à lâcher un petit peu Chadrid et en dépit de la pression on vous sent quand même assez serein avec des bonnes traces, vous êtes relax quand même. Disons que ma moto me permet aussi, on a vraiment fait beaucoup de travail cette année de rouler très propre avec un moteur très souple et c'est tout un ensemble de choses qui me permet justement d'être relax et un team excellent derrière et beaucoup de gens autour de moi qui me mettent en confiance et donc évidemment on se sent beaucoup plus facile. Vous êtes toujours à l'attaque. Chadrid est décroché de vos restes de tours et là ça commence à être difficile dans votre tête. Oui c'est clair que j'ai la pression puisqu'il reste simplement 2 tours et j'ai le titre au bout. Très nerveux et j'avais du mal à rouler finalement dans les 2 derniers tours. J'avais plus trop de force. Là dans le centre Suzuki on a aperçu votre manager Sylvain Guébours, votre amie Stéphanie avec les casquettes déjà. World Champion. Et donc ce titre est important évidemment pour moi puisque c'est mon premier et puis pour Sylvain, pour toute ma famille, c'était vraiment un grand jour. Donc le dernier tour, le dernier virage et là ça va être vraiment la délivrance avec une grosse émotion. Disons que c'est une saison qui s'est vraiment passée comme tout pilote le souhaiterait, quoi, avec beaucoup de victoires et le titre à la clé. Et bon, c'est comme je vous disais tout à l'heure, on n'obtient pas un titre tout seul et il y a beaucoup de gens derrière et donc ça fait plaisir évidemment à tout le monde et moi le premier, quoi. Donc là c'est un petit peu le relâchement qui est bien compréhensible. Après tant d'années d'efforts, la récompense suprême, le titre de champion du monde. On aperçoit également votre mécanicien à vos côtés, votre petite sœur et votre fils Zachary sur le podium avec vous. Ça aussi c'est sûrement un grand moment pour vous. Ah oui c'est un grand moment puisque il se rend pas encore compte mais je pense qu'un jour il aura l'occasion de le voir et il se rendra compte que son papa est champion du monde et c'est génial, quoi, en fait. Quand on attend ça depuis 20 ans de carrière, ça fait vraiment plaisir. Là il comprend pas vraiment ce qui se passe mais bon, il aura l'occasion de se rendre compte un jour.
vous êtes champion, Mickaël, mais la saison est loin d'être finie, puisque 15 jours après, direction l'Europe, la Hollande, le sable. C'est vrai qu'entre ces 15 jours, vous n'avez pas vraiment pu vous préparer comme vous l'entendiez, avec pas mal de sollicitations médiatiques. Mais vous teniez quand même, en dépit de cela, à essayer de terminer la saison très fort. Ah oui, je m'étais donné un objectif, c'était de gagner les 2 dernières courses sur les 3 qui restaient. Et malheureusement, ça commençait pas très bien, puisque cette course, même si je m'étais entraîné le mieux possible. Alors là, il y a une chute avec Coppins et Crochard. Moi, je m'étais entraîné le mieux possible, même si c'est vrai que la semaine après mon titre, j'avais pas eu trop l'occasion de rouler. Mais pourtant, le sable, j'adore ça, je m'étais bien entraîné. Mais j'ai eu affaire à un pilote très coriace, un pilote qui justement habite et vit en Hollande, Chad Reed, et qui avait déjà montré par le passé qu'il était très fort sur tout type de piste. Et il va encore montrer une fois de plus qu'il sait être rapide et que ça aurait pu être un client très sérieux pour moi s'il avait roulé de la même manière depuis le début. Alors que là, vous prenez donc la tête de ce Grand Prix, devant Colin Dugmore. Chad Reed pour l'instant est 3e. Une nouvelle fois, on peut apprécier le pilotage dans le sable très particulier, avec de nombreuses ornières, pas mal de bosses. On va voir là un joli bloc pass de Vehviläinen qui va profiter de l'occasion pour signer son premier podium de l'année, le pilote finlandais, coéquipier de Gordon Crochard. Une piste vraiment défoncée, un sable très lourd. Et le retour également de Frédéric Boilet. Frédéric lui aussi, il est plutôt rapide dans ce genre de conditions. Il va revenir 4e, Frédéric Boilet. Disons que quand il est revenu à la 4e place, Chad Reed et moi-même on était quand même assez loin, donc ensuite c'est quand même difficile de revenir. Voilà, on vous retrouve dans là, des enchaînements un petit peu typés supercross de cette piste de l'Europe, des grands appuis sablonneux. C'est vrai qu'on doit vraiment se faire plaisir sur ce type de circuit, même si physiquement c'est très difficile. Oui, c'est assez difficile, et c'est ce qui m'a coûté un peu la victoire, c'est que j'étais un peu fatigué, alors que là j'avais un petit problème avec un gant, puisque lors d'un saut j'ai tapé très fort, et bon, j'ai cru quand même que j'allais pouvoir revenir sur lui, mais Chad Reed encore une fois était impressionnant, et donc il a montré qu'il aurait pu jouer le titre dès cette saison. Voilà Chad Reed qui vient à l'instant même de jeter ses lunettes. Il a attendu de vous doubler pour jeter ses lunettes et éviter les projections. J'y ai cru justement quand je l'ai vu jeter ses lunettes, il restait quand même pas mal de temps. J'ai cru que j'allais pouvoir revenir sur lui, mais il était assez fort. Vraiment, il était un peu... Il la voulait, je crois, cette victoire, il faisait des très grands sauts, très énervé. Alors que là, on suit à nouveau une bagarre entre Gordon Crochard et Johnny Aubert. Johnny Aubert qui va profiter lui aussi de l'occasion pour signer un excellent résultat dans les sables de l'Europe. Il est en bagarre avec Gordon Crochard, donc ce qui n'est quand même pas rien. C'est vrai qu'à ce moment de la saison, Crochard a un petit peu lâché prise. Il est moins incisif que depuis le début de l'année, même si là on le voit revenir et doubler Frédéric Boilet sur cet enchaînement. Boilet s'est raté dans l'enchaînement, et évidemment avec les ornières il n'a pas pu se reprendre, et donc Crochard en a profité. Crochard donc qui s'est emparé de la 4e place et qui va chuter violemment. Une chute impressionnante dans un enchaînement assez technique. Il est arrivé un peu trop vite et un petit peu en travers, et donc dans le sable on n'a pas le droit à l'erreur, la roue avant se plante et on passe par-dessus. Alors on revient tout de suite sur la grosse bagarre, et un petit peu comme vous l'aviez fait en Suède, vous êtes revenu dans les derniers virages à quelques centimètres de la roue de Chad Reed, mais bon, c'est un peu juste. C'est clair qu'encore une fois, j'étais un peu déçu quand je prends le camion le soir et que je rentre, j'ai finir si proche à chaque fois. Mais bon, 102 points d'avance sur le second du championnat. Et quelques images du vainqueur du jour, donc Chad Reed. It's you I love and not another. And I know our love will last forever. You I love. Donc après l'Europe, on va direction l'Italie. Misano, et là c'est vrai que vous aviez vraiment envie de remettre les pendules à l'heure, ça vous avait un petit peu énervé de vous faire battre par Chad Reed, et donc du coup même pour l'occasion vous portez la caméra embarquée sur votre casque. Là les organisateurs ont décidé de mettre la caméra à l'envers, justement pour qu'on puisse voir les pilotes, car si on l'avait posé dans l'autre sens on n'aurait pas vu grand monde, même si vous loupez votre départ.
Ouais, je suis pas trop bien parti, mais j'étais pas trop inquiet dans la mesure où le terrain était bien détrempé et j'aime bien ces conditions, même si j'étais inquiet. Un pilote, en fait, j'étais quasiment sûr qu'il allait être très dur à battre, c'était Federici. Il était chez lui, il avait fait la pole position la veille. Et donc il était parti en tête et il fallait surtout pas que je le laisse partir. Alors que là, il y a eu un petit problème dans les premiers tours pour Frédéric Bollet, bloqué dans une ornière. Frédéric qui va repartir très attardé. Devant, c'est Joaquim Rodriguez, le Portugais, qui avait réalisé le meilleur départ. Là, on vous voit en bagarre avec Pete Beirer et Federici qui va s'emparer du commandement. Là justement Federici qui prend la tête et donc moi je suis à déjà 3-4 secondes, donc j'ai pas le droit de laisser partir, sinon c'est trop tard et il est devant son public sur une piste qu'il connaît très bien, donc il faut vraiment que je fasse le forcing pour revenir sur lui. Et une nouvelle fois derrière on aperçoit Chad Reed, numéro 41, Pete Beirer 3e. C'est vrai que sur ce circuit on a, si je me souviens bien, vous aviez des trajectoires assez différentes des autres pilotes, ce qui vous a permis notamment de doubler dans un virage. Vous alliez chercher l'extérieur, une très belle trace, je crois que ça arrive très bientôt. Disons que maintenant avec le tour de chauffe qu'on a avant la course, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Ça permet de voir des nouvelles traces, surtout qu'on passe après les 125. Et donc des fois ça permet d'une petite trace ou quelque chose de faire la différence avec les autres. Voilà, on l'a vu, cette fameuse trajectoire. Et là vous doublez Claudio Federici. Derrière c'est la bagarre avec Crocard une nouvelle fois mal parti. Qui va d'ailleurs aller chercher votre trajectoire à l'extérieur pour doubler Joshua Coppins. Gordon Crocard qui s'est débarrassé de ses lunettes. Devant Federici toujours second, sous la menace de Chad Reed. Oui, Chad Reed encore une fois qui fait une super course, qui m'a mis aussi beaucoup de pression dans les premiers tours et qui, malgré que ce soit une piste quand même assez dure et que Federici soit chez lui, il va quand même revenir sur lui et le passer. Chad Reed prouve qu'il est bon sur tous les circuits, qu'en fait qu'il a la vitesse et la technique adéquate pour devenir aussi champion du monde. Et un petit mot sur Federici qui avait réalisé la pole sur une piste nettement plus sèche. Et les pilotes italiens étaient vraiment très énervés à l'arrivée contre les organisateurs et ils ne comprenaient pas pourquoi on avait arrosé comme ça. C'est clair que si les conditions avaient été les mêmes que la veille, ça aurait été un peu plus difficile pour moi. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais bon, c'est vrai que les conditions au niveau de la course étaient parfaites, même si pour les 125 c'était encore un peu gras. Mais bon, moi je la bouse, et ça me dérange pas trop. Donc on vous retrouve sur la ligne d'arrivée. Vous fêtez votre titre avec une nouvelle victoire. Et après l'Italie, on attaque tout de suite. On enchaîne avec la dernière course de l'année en Autriche. Et là, c'était des conditions très difficiles avec le meilleur départ pour Pete Beirer. Ouais, beaucoup de pluie, une piste assez bizarre en fait, toute plate avec que des sauts. Et des conditions, c'est vrai, qu'on a rarement eu cette saison avec de la pluie du début à la fin. Donc Beirer, vous êtes second, Claudio Federici, Chad Reed, Michael Maschio, Bollet est pas mal placé. Et Beirer a plutôt bien résisté en début de course. Disons que c'était difficile de le passer, il n'y avait qu'une seule trace sèche et c'était vraiment dur, quoi. Je ne voyais plus rien et j'attendais vraiment de passer Beirer pour me débarrasser de mes lunettes. Voilà, d'ailleurs on a vu que vous aviez parfaitement préparé votre attaque, un petit coup d'œil sur Beirer. Ça y est, vous êtes en tête donc de ce dernier Grand Prix de la saison. Frédéric Bollet lui aussi va plutôt bien rouler puisqu'il le revient et attaque ici même Claudio Federici. Federici qui va perdre un petit peu de terrain avec Chad Reed qui en profite. Chad Reed, encore une fois, il prouve que la boue, le sec, le dur, le sable, qu'il est un pilote très polyvalent. Et bon, il s'attaque directement carrément au champion du monde en titre et donc il va faire encore un nouveau podium. Je crois qu'il a quasiment fait que des podiums les 6 derniers Grands Prix et vraiment je tire mon chapeau puisque bon, il est quand même jeune et c'est quand même un pilote qui a très peu d'expérience. Et c'est vrai qu'on regrette que l'an prochain il ne soit plus là, en Grand Prix 250. On aurait bien aimé le voir face à vous l'année prochaine. Chad Reed, c'est vrai que ça aurait été sûrement un concurrent très sérieux. C'est clair que ça aurait été un client. Bon, maintenant, les années sont jamais les mêmes, mais c'est vrai que de la manière dont il a roulé dans cette deuxième partie, je pense que ça aurait été sûrement le plus gros client pour moi. Donc là, votre mécanicien regarde sa montre. Vous êtes dans votre dernier tour, le dernier tour de la saison, avec une nouvelle victoire à la clé.
Je suis content, j'ai obtenu ce que je voulais. Je voulais gagner les 2 derniers Grands Prix pour avoir 10 victoires dans l'année. Et, voilà, quand les saisons s'enchaînent comme on le veut, c'est vraiment génial. Et les 10 victoires sur 14, pour moi, c'était plus que rêvé. Donc voilà, une grande saison pour vous, Mickaël Pichon, avec un dernier podium. Le titre mondial, l'an prochain on vous retrouvera en 250 avec la plaque numéro 1 bien sûr, et plus un challenge intéressant puisque vous disputerez quelques courses en 125. Oui, ça va être intéressant, je vais faire les quelques premières épreuves et puis on verra si j'arrive à faire les deux, 125 et 2,5 je continuerai, et puis si c'est trop difficile, mais faut pas oublier que mon objectif c'est de garder ma plaque numéro 1 et être champion du monde de 50. Voilà, donc on oublie le numéro 2, le numéro 1 sera pour l'an prochain. On vous remercie d'avoir fait le déplacement, Mickaël, d'être venu avec nous commenter ce résumé. On va vous offrir ce clip avec quelques belles images de ce championnat 2001 et votre premier titre mondial. Salut Mickaël. Merci beaucoup.